Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans D'une voix après l'autre, la série de podcasts de la Haute École Léonard de Vinci qui vous raconte des projets qui tissent des liens, qui prennent soin de soi, des autres et du monde dans lequel on vit. Je suis Ophélie Michelet et aujourd'hui nous passons un moment avec Robin de Wulf qui vient de finir son bachelier d'éducateur spécialisé en activités socio-sportives. Bonjour Robin. Bonjour tout le monde. Pour commencer, dressons rapidement ton portrait. Originaire de Gembloux, tu t'installes à Bruxelles en 2019 à l'âge de 20 ans pour entamer des études de kiné. Mais lors de ta 3e année et en pleine période Covid, tu as besoin de changement. Tu décides d'arrêter tes études et de faire un service citoyen. Pendant 5 mois, tu travailles avec des jeunes issus de milieux précarisés. Ton objectif est alors de leur donner le sourire en leur proposant diverses sorties et activités. Cela te permet de te rendre compte que le secteur de l'aide à la jeunesse t'attire fortement. L'année suivante, tu décides de te réorienter vers des études d'éducateur spécialisé que tu viens d'ailleurs de terminer. En parallèle, tu as toujours été quelqu'un de très sportif. Tu pratiques un bon nombre d'arts martiaux, tu fais de la course à pied et de la natation. Cette année, tu t'es lancé un défi incroyable pour sortir de ta zone de confort. Traverser la Manche à la nage en récoltant des fonds au profit d'une association. Un véritable challenge. Tu t'es beaucoup entraîné et tu as tenté la traversée au mois de juin, mais tu as dû abandonner à cause d'un courant qui t'a fait dériver assez fort et d'une épaule encore trop fragilisée par une opération récente. Qu'importe, tu ne renonces pas et tu as décidé de reporter cette traversée à 2026. En attendant, et aussi en guise de préparation, tu penses à traverser le détroit de Gibraltar. Décidément, on a l'impression que rien ne pourrait t'arrêter. Depuis plusieurs mois, tu es en train de préparer la traversée de la Manche. On s'est déjà rencontrés d'ailleurs tous les deux à ce sujet. Et pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez d'ailleurs retrouver l'interview de Robin sur le VMAG, notre magazine en ligne. Pour les personnes qui n'auraient pas lu cet article, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu t'es lancé ce défi ? Alors je me suis lancé ce défi parce que pendant notre première année d'éducateur, on a rencontré, l'ensemble des étudiants, on a rencontré des professeurs qui nous ont un petit peu, moi en l'occurrence, impressionnés, et dont un professeur, Benoît Bourguet, qui nous a pris un peu sous son aile, mon ami et moi, et qui est donc sportif de haut niveau dans des sports d'endurance comme Ironman, traverser la Manche, etc. Et on a voulu, moi en tout cas, j'aime bien visualiser une personnalité et me dire, waouh, mais c'est incroyable, j'aimerais faire pareil, j'aimerais être un peu comme lui, et tout en gardant ma personnalité à moi. Mais donc je me suis lancé dans ce projet parce que je me suis dit qu'il y avait d'autres disciplines dans lesquelles j'étais pas assez performant et qui allaient demander beaucoup trop de temps et d'investissement pour me mettre à niveau. Et la natation, c'était un sport dans lequel je me sentais à l'aise, où j'étais bien. Et donc j'ai choisi de faire ça plutôt qu'une autre discipline, parce que je trouvais que c'était pertinent de le réaliser, de réaliser ce projet en étant étudiant. Je trouvais ça chouette de travailler en pluridisciplinarité avec tout l'HE Vinci, et donc c'était l'occasion. Si je me lançais dans un autre défi, j'allais peut-être pas avoir le temps de créer ce projet avec l'HE Vinci et de mettre ça en place. Donc je me suis dit, celui-là c'est le meilleur. Et puis en l'occurrence, c'est quand même une renommée mondiale dans la natation, c'est l'Everest de la natation, et je voulais quelque chose de gros. Et tu voulais vraiment faire ce défi sportif, te dépasser physiquement, c'était important pour toi ? Oui, carrément. Ouais. Bah, je suis du genre à me mettre toujours en complication pour essayer d'aller chercher plus loin, que ce soit mentalement ou physiquement. Ça m'a déjà joué des tours. Sur mon premier marathon, je l'ai fini en boitant, mais bon, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde de se mettre en complication, en difficulté, et de repousser ses limites. Je pense que mentalement, c'est très bénéfique, et physiquement, ça peut être frustrant, ou ça peut être handicapant en cas de blessure, mais par contre, ça peut être assez beau en cas de réussite, quoi. Tout à fait. Alors, tu l'as vaguement évoqué, tu as travaillé en interdisciplinarité au sein de la Haute École. En fait, il y a de nombreuses personnes qui t'ont accompagné, qui t'accompagnent dans ce projet, dont des profs et des étudiants de la Haute École Vinci. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce qu'ils t'ont accompagné ? Dans quel domaine ils t'ont aidé ? Alors,
au tout début, j'ai demandé à mes professeurs d'éducateurs de me prendre un peu sur l'oreille pour ce qui est communication. J'ai eu la chance d'avoir un chef de département qui pousse derrière et qui était confiant là-dedans. Et donc, du coup, il m'a bien aidé et il m'a permis de rentrer en contact avec la responsable communication, qui ensuite, je t'ai rencontré toi. Et puis de là a suivi le projet Vinci, où on a parlé avec Madame Bieva aussi de tout ça et qui ont débloqué des fonds. Et puis ensuite, ils ont débloqué une communication assez importante pour que je puisse rentrer en contact avec les différents secteurs. Alors, infirmier, etc., non, mais tout ce qui était secteur, on va dire, de la santé sportive, éducation physique, kiné, éduc, enfin tous les étudiants éducateurs, diététique, eh ben, ils ont permis cette rencontre pour créer ce projet ensemble. Et on a d'abord lancé une annonce par mail demandant qui était intéressé par le projet, en expliquant brièvement le projet. De là, j'ai reçu beaucoup de demandes pour participer, beaucoup de kinés et 2 coachings sportifs qui ont sauté sur l'occasion. Et puis là, ça a matché directement avec eux. Et donc, que ce soit les étudiants kinés, les professeurs d'éducation physique ou bien les coachings sportifs, on a mis ça en place tous ensemble. Et puis on a avancé en groupe, on va dire en groupe Vinci pour créer ce projet qui était déjà créé, mais d'accompagner ce projet et accompagner ma personne surtout pour on va dire l'entraînement physique et la revalidation des épaules. Ils t'ont permis quand même de t'entraîner de manière optimale, tout compte fait? Ah oui, carrément. Non, j'étais très bien encadré, j'avais quelques doutes au début. Parce que pour être honnête, j'avais l'impression que les études de coaching étaient toutes nouvelles et je ne connaissais pas du tout. Et en fait, après avoir rencontré ces 2 étudiants, je me suis dit, purée, mais c'est des études incroyables. Ils font ça hyper bien, ils sont hyper professionnels et ils connaissent très bien leur sujet. Et donc, ils m'ont permis, premièrement, avec les infrastructures Vinci, de m'entraîner quand je voulais, où je voulais, avec qui je voulais. Et puis ensuite, avec les étudiants ou bien les professeurs, c'était des prises en charge gratuite déjà, enfin je veux dire financièrement c'est quand même intéressant dans un projet aussi important et puis niveau humain c'est quand même plus chouette d'être avec des gens qu'on connaît, qu'on croise et puis niveau connaissance c'était top quoi. Je pouvais leur faire confiance les yeux fermés quoi. Alors, au mois de juin, tu as essayé de réaliser la traversée de la Manche en partant de Douvres et pour rejoindre Calais. Malheureusement, tu as dû abandonner au bout de plus de 4 heures de nage quand même, hein. C'est quand même assez important que pour être souligné. Mais tu as dû abandonner à cause du courant marin et de ton épaule. Comment tu t'es senti à ce moment-là et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça? Mais sur le moment même, donc moi je me fixais des petits objectifs, je me disais, parce que bon, voilà, quand j'ai commencé, j'avais une épaule douloureuse par avant et en fait j'ai pas du tout eu mal à cette épaule-là, j'ai eu mal à l'autre épaule qui avait été opérée quelques années avant et donc j'avais prévenu mon médecin sur le bateau, etc. Voilà, il y a un truc qui va pas, machin. Et donc il m'a donné de quoi, on va dire, diminuer la douleur. Mais ça passait pas spécialement et donc je me fixais des petits objectifs, je me disais ok 30 minutes, encore 30 minutes, encore 30 minutes. Je veux dire, je savais très bien que je pouvais pousser la douleur beaucoup plus loin et donc je cherchais à chaque fois, je dis quand le soleil se lève, parce que donc on a commencé à 2h du matin, quand le soleil se lève, ok, quand il fait bon, au prochain ravitaillement, etc. Et bon, finalement, c'était plus que 5 heures, pas plus que 4 heures, mais c'était pas mal. Enfin, je veux dire, on a nagé, enfin, je dis on parce que c'est une équipe complète, mais j'ai nagé un petit peu moins de 20 km, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai dû arrêter parce que, donc, au tout début, les 2 pilotes, donc ces 2 pilotes qui nous accompagnent, ont dit à mon équipe, ben voilà, si jamais il y a quelque chose qui va pas, on vous prévient et c'est vous qui prenez la décision de savoir si on arrête ou pas. Parce qu'au final, c'est quand même un projet qui coûte hyper cher, enfin en tout cas pour un étudiant, peut-être dans une vie de quelqu'un qui a une carrière, c'est pas grand chose, mais et donc l'équipe a discuté à ce moment-là quand je leur ai dit il y a un truc qui va pas, et même moi je pense que il y a l'environnement qui change, il y a l'environnement qui va nous faire réfléchir à ce qu'on fait, et sur le moment même je me suis dit il y a un truc qui va pas, j'y arriverai pas. Donc je pense que le mental a lâché de par l'environnement et de par la douleur, et quand la motivation lâche, le mental lâche, ben, forcément le corps ne suit plus non plus. Donc voilà, j'ai pas honte de le dire, je trouve que c'est relativement honorable de savoir s'écouter, et donc j'en ai discuté avec eux, et je cherchais quand même à aller gratter un peu plus loin parce que j'avais quand même cette appréhension des autres, tu vois, du jugement, etc. Je pense que dans un projet comme ça c'est normal. Et c'est principalement mon frère qui m'a remis sur le droit chemin et qui m'a dit écoute, t'as 26 ans, t'as encore les gens qui le font, ils ont entre 35 et 50 ans, t'as encore
20-30 années devant toi pour le réaliser. Ça sert à rien de se bousiller maintenant, surtout que je traîne déjà des vieilles blessures de mes autres disciplines. Et donc il m'a dit, voilà, ça sert à rien de se mettre dans le mal maintenant pour juste 6 heures de nage en plus ou 12 heures, j'en sais rien. Il m'a dit, l'objectif, c'est tout le chemin parcouru, c'est pas non plus 12 heures de nage sur une vie, c'est rien du tout. Alors que j'ai fait 1000 fois plus en 2 ans, donc il m'a dit c'est honorable d'être là. Et donc là, j'ai pas mal réfléchi. Et puis ensuite, c'est le pilote aussi pas qui m'a motivé à monter sur le bateau, mais qui m'a remis aussi un petit peu dans le droit chemin, qui m'a dit que voilà, il n'y avait pas de honte à sortir et à recommencer plus tard. Et pour petite anecdote, le nageur du lendemain, c'était sa 26e tentative. donc, Ah ouais. donc voilà, je pense qu'une une tentative. Mais bon, quand je suis monté sur le bateau, j'étais pas spécialement bien. Pour revenir au sujet du coup on parlait, je me suis un petit peu éparpillé. Je me sentais, voilà, c'est la frustration de l'échec, quoi. J'ai déjà connu des échecs différents dans ma vie, mais je pense que c'est toujours frustrant et puis il faut le gérer calmement, il faut l'accepter. Et de toute façon, voilà, on n'est pas plus fort que la nature non plus. C'est un projet immense avec des risques immenses et 80% d'échecs. Donc voilà, il faut accepter le fait qu'on ne soit pas spécialement plus fort que la nature. J'ai pris une belle claque d'humilité face à l'environnement, mais ça fait du bien. Puis voilà, quand je suis remonté sur le bateau, j'étais relativement triste, mais bon voilà. Je suis quelqu'un qui montre pas spécialement ses émotions, donc j'ai essayé de les contenir aussi. Et puis ensuite, c'est les petits messages, les messages des proches, les messages des sponsors et tout ça qui m'ont fait un petit peu craquer. Et je pense que c'est normal avec toute la pression. Ça fait 2 ans qu'il y a cette pression avec tous les sponsors qui suivent, avec les médias, avec tout ça. Et donc voilà, je pense que j'avais besoin de relâcher un petit peu la pression et ça fait du bien. Mais après, j'étais très bien entouré. Bon voilà, j'ai eu la chance de partir en vacances après, de changer les idées, de m'entraîner dans différentes disciplines. Et donc voilà, j'étais relativement bien entouré avec ma famille, mes amis. Mais on va dire ma frustration a duré que quelques jours. Et après, j'ai relativisé et je me suis directement penché sur un autre projet, donc Gibraltar, en guise d'entraînement. Alors justement, comment tu fais mentalement pour rebondir après je vais pas dire un échec parce que c'est pas vraiment un échec au final. Mais comment tu fais pour rebondir après ce moment très frustrant où tu te dis, bah voilà, c'est pas encore pour tout de suite la traversée de la Manche. Comment tu te relances? C'est compliqué à dire parce que j'arrive plus à me visualiser non plus dans le moment même, mais je pense que ça dépend des gens, ça dépend de peut-être du mental des gens aussi et de la façon de percevoir l'échec aussi, que ce soit des échecs scolaires, sportifs ou amoureux. Je pense que tous les échecs sont bons à prendre et qu'on en apprend par cela. Donc j'ai pas eu spécialement qu'un seul échec dans ma vie, donc j'ai appris à l'accepter. Et je pense que la frustration de l'échec, elle est perceptible de façon différente. Et moi je la vois plus comme une motivation de me dire ok, j'ai été nul, j'ai raté. Bon, je pense pas avoir été nul, mais c'est ce que je me dis sur le moment même parce que j'aime bien parfois un peu me rabaisser pour me dire il faut que je fasse mieux. Alors que si jamais je sors de là en me disant ah non c'était trop bien, j'ai super bien fait, mais bon voilà ça n'a pas passé, non, il faut que je me dise que voilà j'aurais pu faire plus. Donc la frustration de l'échec, c'est comme ça que je l'ai géré. Je l'ai accepté, je l'ai accueilli à bras ouverts parce que voilà il faut l'accepter, il n'y a pas d'autre choix. Et puis ensuite je me suis dit ok, c'est pas passé cette fois-ci, mais ça passerait une autre fois. Et l'équipe était assez motivante sur le bateau, donc ils m'ont dit on reste là pour toi, on continue, on reste avec cette équipe là, elle est bien, et puis on repartira. Et puis je pense qu'il faut se mettre d'autres projets peut-être aussi pour essayer de se changer les idées sur le moment même. Maintenant, voilà, j'y pense encore souvent et je me dis, ok, j'aurais pu faire plus. C'est surtout, je pense, quelques mois après où je me dis, purée, en fait, j'aurais pu vraiment aller chercher plus loin dans la douleur pour continuer, peut-être même le finir. À quel prix? Donc voilà, si j'ai d'autres projets à côté, je pense que il faut quand même s'écouter. Et voilà, j'ai réussi à m'écouter et je pense que c'était important. Et donc voilà, j'ai réussi à gérer cette frustration de cette façon-là, en étant entouré, en me changeant les idées, en créant d'autres projets principalement. C'est quoi tes autres projets justement? Donc moi je viens des arts martiaux comme tu l'as souligné. Du coup avec mon coach, Monsieur Neufcoeur, Leslie Neufcoeur, on a quelques combats de prévus en amateur, en boxe anglaise et en kickboxing, histoire d'aller taper un peu sur des autres. Puis ça change de la natation. Oui, c'est mes disciplines principales, ça fait plus d'une décennie que je pratique ça. J'ai beaucoup pratiqué, surtout en grappling, donc c'est de la lutte. Et puis là, j'ai besoin de me... C'est marrant parce que j'avais changé, je m'étais mis dans le défi de traverser la Manche parce que
J'avais pas un trop plein, mais j'avais envie de changer un peu de vision du sport, de plus me mesurer aux autres. Et là, ben voilà, j'ai eu un échec. Est-ce que c'est bénéfique ou négatif de se dire que j'ai envie de me remesurer aux autres? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je sais pas si c'est toxique ou pas, mais honnêtement, je m'en fous. Je sens que c'est quelque chose que j'ai besoin et que j'ai envie, donc je vais le faire. Pour ton prochain essai, est-ce que tu vas mettre des choses différentes en place? Bah alors, on va utiliser Gibraltar aussi comme entraînement par rapport à ça, mais les ravitaillements étaient beaucoup trop longs dans la Manche. Donc en gros, bon, la mer du Nord entre l'Angleterre et, voilà, et la France. Et en fait, ça vient se serrer dans un tout petit étau, et donc les courants sont énormes. Et donc s'il y a quelque chose, quand le bateau s'arrête pour que je mange, ben moi je dérive à fond, quoi. Donc je m'en vais. Et en fait, c'était compliqué pour le bateau, comme tu l'as dit, de me remettre dans le droit chemin, dans le bon courant, parce que les ravitaillements étaient beaucoup trop longs. Et donc je m'arrêtais, j'ouvrais, je buvais, je discutais, enfin je voyais comment ça allait sur le bateau, il voyait comment j'allais dans l'eau. Et puis ensuite je dérivais, et puis il fallait me remettre dans le droit chemin. Après voilà, je trouvais que la communication entre les pilotes et moi était pas spécialement excellente, parce que je leur avais demandé de communiquer à mon équipe s'il fallait que j'accélère, s'il fallait que je ralentisse, s'il fallait que j'aille plus sur la droite, que j'aille plus sur la gauche, et j'ai pas eu d'infos à ce niveau-là. Et c'est qu'après 5 heures qu'ils m'ont dit écoute, t'es trop lent. Et moi je me suis dit mais vous auriez pu me le dire, quoi. Même si la douleur était grosse, j'aurais pu accélérer. Mais donc ça, c'est ce que j'aimerais changer, les ravitaillements et les pilotes. Donc il y a plusieurs pilotes qui le font. Je les ai adorés, ils étaient très motivants, ils étaient très chouettes, mais la communication n'était pas là. Et donc je voudrais changer de pilote, changer de bateau. Et aussi principalement parce que ce bateau-là, donc voilà, pour les nageurs, je pouvais nager uniquement en respirant à gauche. Et je me suis entraîné des deux côtés, mais je suis beaucoup plus à l'aise en respirant à droite. Et donc quand on te dit le jour même, on m'a rien dit par avant, le jour même tu respires que à gauche, psychologiquement tu te dis ah ok, bon ben ça va être compliqué, quoi. On a fait une première tentative, mais la mer était pas clémente, et donc on a dû reporter. Et ils m'ont dit il faut que tu nages que en respirant à gauche. Et là je me suis dit ça ira pas, quoi, c'est pas possible. Et donc ce bateau-là, c'est parce qu'en fait il est très haut et qu'ils ont une vision uniquement sur la droite, et donc je dois respirer à gauche. Et pour le reste, je trouvais que l'alimentation était bonne, juste c'était trop long, mais sinon c'était très bien, je trouvais. L'ambiance était chouette. Ouais, l'équipe est incroyable. Alors, justement, en traversant la Manche, tu comptes représenter une ASBL et récolter des fonds. Tu nous en dis un peu plus? Alors pour la première tentative, on a représenté l'ASBL Run and Wheels, et on a récolté... alors je sais pas exactement de mémoire, mais je pense qu'on a récolté 700 et des poussières, 750, quelque chose comme ça. Bon voilà, c'est pas énormissime, mais on sait en tant qu'éducateur spécialisé que les ASBL, donc René Null, c'est une ASBL qui organise tous des stages, des activités pour des enfants qui ont des handicaps moteurs. Et on sait que dans ce milieu-là, c'est compliqué d'avoir aussi des subsides, et donc du coup des fonds. Et donc on s'était dit que récolter des fonds pour une ASBL qui nous tenait à cœur en plus, parce qu'ils sont venus la présenter, on s'est super bien entendu avec eux, même si ça leur permet d'acheter juste un goûter pour chaque enfant pendant une semaine. Bah, nous c'était le kiff, quoi. On voulait absolument faire ça pour aider quelqu'un, et pas juste faire ça pour nous, quoi. Et tu reprends la même ASBL pour la prochaine tentative? Je sais pas encore. On a donc créé cette page Instagram avec mon ami Tic et Tac Éduc. On représente des ASBL durant des projets sportifs, que ce soit marathon, traversée, etc. Et donc on aimerait peut-être prendre quelqu'un d'autre pour continuer cette continuité de la chaîne et représenter d'autres gens, et permettre aussi à d'autres éducateurs ou à d'autres familles qui sont dans le cas d'avoir un enfant atteint d'un handicap, ou toute autre personne, d'en connaître un peu plus sur les institutions qui sont représentées en Belgique. Mmh. Alors, c'est super intéressant ce compte. En fait, ça montre aussi les différentes facettes du métier d'éducateur, hein. Oui, tout à fait. Et justement, être éduc, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Être éduc, pour moi, je pense que ça dépend déjà dans quel milieu on veut travailler. Le métier d'éducateur sera fort différent pour des gens qui veulent travailler avec des enfants, ou des gens qui travaillent avec des personnes en home. Et pour moi, le métier, ça doit être un accompagnant et une source de motivation. C'est comme ça que je perçois le métier. Moi, j'aimerais travailler avec des adolescents, et donc j'aimerais être une source d'inspiration, une source de motivation pour essayer de mettre des adolescents dans le besoin, dans des projets quelconques, que ce soit un projet de trouver un travail ou un projet sportif, mais qui crée un projet, parce que je pense que c'est une source d'énergie d'avoir un projet, et qu'ils en ont besoin, quoi. Mmh, tout à fait. Donc, tu aimerais plutôt travailler avec des jeunes. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus sur tes projets futurs? Mon objectif principal, ce serait de travailler en IPPJ, donc
C'est des centres fermés pour jeunes voilà, qui ont commis certains délits. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec eux, avec l'outil des arts martiaux. Mais moi, je travaille en tant qu'éducateur, je travaille avec l'outil des arts martiaux principalement. Et c'est un outil qui fonctionne très bien avec les adolescents parce qu'il y a un peu cette mode aussi des arts martiaux, du MMA, de la boxe, etc. Donc c'est quelque chose qui accroche bien. C'est comme si vous êtes éducateur, vous faites du rap, vous allez beaucoup plus accrocher avec un étudiant, enfin avec un adolescent qui est beaucoup dans la rue, qui traîne avec ses potes et qui écoute de la musique. Et donc pareil avec les arts martiaux, donc je travaille avec ça et j'aimerais pas spécialement les mettre dans un projet sportif des arts martiaux, mais juste créer un lien, créer un accompagnement qui permettrait à ces jeunes-là de rentrer dans une discipline sportive quelconque, en commençant par les arts martiaux et puis en essayant de le guidant vers peut-être d'autres disciplines. Je sais qu'il y a des jeunes qui adorent la natation par exemple, il y a des jeunes qui adorent j'en sais rien, le badminton et je pense que voilà, j'utilise l'outil des arts martiaux pour créer un premier lien et puis ensuite on a eu la chance durant nos études d'être formés dans une multitude de sports et donc on peut utiliser cet outil de sport pour accompagner ces jeunes-là, peu importe le sport qu'ils choisissent. Quand on s'était rencontrés une fois l'année passée, tu m'avais parlé de quelque chose que je trouvais super intéressant, c'était l'autovalorisation par le dépassement de soi. Je ne sais pas, tu m'avais parlé d'un projet d'ASBL, de construction d'ASBL. Je ne sais pas si c'est toujours à l'ordre du jour ou pas. J'ai comme but final de créer une ASBL parce que j'aime bien travailler pour quelqu'un d'autre. Ça ne me dérange pas, mais j'aimerais être indépendant aussi et créer ma propre structure. Et donc, j'aimerais créer une ASBL dont l'objectif principal, ce serait l'autovalorisation par le dépassement de soi. Et donc, créer des projets sportifs, donc encore une fois, pas uniquement sur les arts martiaux, mais on a par exemple un projet qui va être mis en place avec une ASBL et donc on organiserait une activité très compliquée où on mixerait deux styles de public et donc on ferait vraiment une intégration de ces jeunes-là avec des éducateurs et on partirait pendant plus d'une semaine faire une activité bien spécifique. Je n'ai pas envie de le citer parce que je pense qu'on prenne l'idée, donc voilà. Mais ce serait chouette, ce serait filmé, ce serait médiatisé peut-être, et donc on essaierait de mixer. Bon, après, je peux dire les publics, on essaierait de mixer 2 jeunes d'IPPJ, donc de prison pour jeunes, et 2 personnes en situation de handicap mental, donc léger à modéré. Et je pense que ça peut créer quelque chose de chouette. On a déjà eu l'occasion de travailler avec ces 2 publics-là en même temps. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est génial, quoi. Parce que les adolescents qui sont en milieu fermé, pour vous mettre dans l'idée, ils doivent demander pour aller aux toilettes, ils doivent demander pour reprendre une serviette, ils doivent demander pour tout. Et je pense que leur donner une place plus importante que juste celle d'un adolescent en milieu fermé, c'est bénéfique. Et c'est ce qu'on a fait en leur disant, mais écoute, voilà, c'est toi qui gères la séance avec la personne en situation de handicap. Et en fait, on leur a donné de l'autonomie et ils étaient très heureux, quoi. Donc je pense que ça peut être chouette et ça peut les aider à trouver peut-être une voie qu'ils n'avaient peut-être pas pensé par avant. Et donc voilà, on participerait à ce projet-là avec 4 éducateurs, 2 jeunes d'IPPJ, 2 personnes en situation de handicap. C'est super, je te souhaite plein de succès pour ce beau projet. Merci. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui te motive derrière le métier d'éducateur ? Qu'est-ce qui te fait dire que voilà, ouais, c'est ta voie et c'est ça que tu veux faire et tu vas faire bouger les choses ? J'ai envie de dire la reconnaissance. Beaucoup me diront non, mais le métier d'éducateur n'est pas reconnu ou quoi que ce soit. C'est vrai que financièrement, on n'est pas spécialement reconnu, mais je parle plus de reconnaissance humaine, donc avec les jeunes. Alors c'est vrai que la première chose qu'on nous a dit dans les études d'éducateurs, c'est qu'on ne peut pas sauver tout le monde et que voilà, il faut choisir ses combats, il faut accepter d'échouer aussi. Et donc je pense que le métier d'éducateur, c'est une bonne source de frustration à l'échec, enfin, d'apprentissage à la frustration à l'échec. Mais par contre, quand ça fonctionne, quand on arrive à aider quelqu'un, quand on arrive à remettre quelqu'un sur le droit chemin ou quand on arrive à revalider quelqu'un, j'ai fait mon stage en milieu neurologique, revalidation après un AVC, quand on arrive à avoir des résultats positifs, c'est hyper valorisant, quoi, pour notre métier, pour notre personne. La reconnaissance des patients, la reconnaissance des jeunes, la reconnaissance des enfants, je pense qu'il y en a peut-être un petit peu différentes, mais je pense que c'est plus pour ça que je le fais, quoi. C'est pour la reconnaissance des autres. Beaucoup diront non, on s'en fout de la reconnaissance des autres, on n'a pas besoin des autres. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est quelque chose qui nous fait quand même relativement avancer et évoluer. Et donc voilà, je pense que je fais ça pour ça. Et puis je trouve que c'est valorisant d'avoir de la reconnaissance des autres, mais c'est aussi valorisant de pouvoir se dire purée, j'ai fait du bon boulot et je suis fier de moi. En somme, un très très beau métier. Hein. Ouais, je pense que c'est très humain et c'est très beau. Eh ben, bonne chance dans tout ce que tu souhaites entreprendre en tout cas. Et merci d'avoir répondu à nos questions.
Pour conclure cet épisode, nous t'avons demandé une phrase, un mot à partager pour résumer notre discussion. Tu as choisi une phrase issue du film Le Cercle des Poètes Disparus, que tu as vu et que tu apprécies fort. Ouais. On va découvrir ensemble cette phrase. S'obliger pour se dépasser, jusqu'à ce que l'obligation devienne satisfaction. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, Robin, de t'être livré et d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Merci à vous. Toutes les sources ou infos pratiques dont nous avons parlé sont disponibles en description. Nous nous retrouvons dans un prochain épisode. Aidez-nous à faire connaître les voix de Vinci en partageant ce podcast.